Précédemment, dans Séance vers le futur. On peut savoir ce que t'es en train de faire? Qui? Moi? Oui, toi, évidemment, toi. Qui d'autre? Je sais pas. Y a quelqu'un d'autre? Bah, non, y a que toi, là. Ah non, ça peut pas être moi, j'avais un alibi, j'étais au cinéma. Ouais, ben du coup, en parlant de cinéma, t'as regardé le DVD que je t'ai filé la dernière fois, t'as trouvé ça cool, et on va en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Oui, non. Non, pas vraiment. Ah, t'es pas drôle, tu sais ça. Moi, j'étais prêt à lancer le générique, là. Alors, de deux choses l'une. Je lance le générique de mon émission, et ensuite, on va parler quand même un petit peu de ce truc-là. Ça va me permettre d'expliquer comment je choisis les films pour l'émission. Ouais, j'imagine que c'est mieux que rien. Allez, envoyez le générique. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas moi, c'est lui là-bas. Je l'ai vu, il est parti par là. Qui? Où ça? De quoi tu parles? Bref, parlons vite fait de Street Fighter Assassin's Fist et de pourquoi on va pas épiloguer dessus. Street Fighter Assassin's Fist est à la base une web-série britannique réalisée par Joey Hanza, adaptée bien évidemment du jeu vidéo éponyme, qui a été remonté chez nous pour en faire un film, et qui est sorti directement en DVD début 2015. Et même si j'aurais adoré faire toute une chronique dessus, force est de constater que je peux pas, pour la bonne raison que j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus. Mais ça me permet quand même de vous parler de comment je choisis les films pour Séance vers le futur. Je les choisis avant tout parce qu'ils m'ont marqué, alors en bien ou mal, ça dépend du film en question. Par exemple, pour le premier épisode, j'ai choisi Pompéi. Bon, d'abord, parce que je voulais parler d'un truc de merde pour le premier épisode, c'est plus drôle. Mais aussi parce que, quand je l'ai regardé, j'ai été sidéré du nombre de conneries qu'il accumulait tout du long. C'est mal réalisé, mal écrit, mal pensé, mal joué, mal vendu, même pour un projet comme celui-là. Et ça m'a choqué. Et ça m'a donné envie de vous en toucher quelques mots. Mais du coup, pour Street Fighter, je peux pas vous dire grand-chose à part que... C'est long. Autant que ça? Ah, t'es intervenu, toi. Je suis jamais vraiment parti, en fait. J'ai sauté par là, j'ai fait une roulade, mais comme ça faisait une éternité que j'avais pas fait de roulade, je suis parti en vrille, j'ai tapé le meuble là-bas, et après j'ai passé 5 minutes à peu près à insulter le meuble comme si c'était une personne de chair et de sang qui était responsable de tous mes tourments. Bah tu vois, toutes tes péripéties là, je crois que ça nous fait un scénario plus logique et plus compréhensible que celui de Street Fighter en fait. Ça se ressent vraiment qu'à la base c'était séparé. Parce qu'on a deux intrigues différentes sur deux timelines différentes qui s'entremêlent. Le tout sans qu'on nous ait jamais vraiment expliqué clairement les tenants et les aboutissants. Ce qui fait qu'à la fin, on a l'impression que le film se termine là où il aurait dû commencer. Ouais, moi ce que j'aime bien, c'est surtout la tête de Ken. Pardon. Bon, du coup, tu parles pas de Street Fighter, ok. Mais du coup, tu parles de quoi, vu que c'est monsieur qui choisit les films pour l'émission? Eh ben aujourd'hui, figure-toi qu'on va s'attaquer à un film d'un réalisateur connu et reconnu, puisqu'on va parler de Ridley Scott. Cette fois, on parle de Gladiator. Non, toujours pas, hein. Mais non, pas Gladiator. C'est quoi cette obsession que t'as avec Gladiator, toi déjà? J'aime les films de gladiateurs. Non, aujourd'hui c'est Exodus. Oh merde! Ouais, tu l'as dit. Exodus, Gods and Kings est un film américano-britannique réalisé par Ridley Scott. Et j'ai besoin de vous le présenter? Bon allez, je vous le présente quand même parce qu'il faut bien le dire, je suis un mec super sympa. Donc Ridley Scott est un réalisateur britannique particulièrement adulé du côté des fans de science-fiction, puisque c'est à lui que l'on doit deux films absolument cultes du genre, que sont Alien et Blade Runner. Laquelle de version de Blade Runner? La version cinéma, la version Final Cut, la version Director's Cut, la version Final Director's Cut HD? La version dans laquelle tu fermes ta gueule. Bon évidemment le monsieur n'est pas connu que pour ça, puisque si je vous cite certains autres noms des films de sa filmo, ça va forcément vous dire quelque chose. On notera par exemple Thelma et Louise, La chute du faucon noir, Hannibal, 1492, ou encore... Dis-le! Gladiator, voilà. T'es content? Plutôt. Exodus donc est une nouvelle relecture du mythe de Moïse et commence par ce à quoi tout le monde s'attend lorsqu'on va voir une histoire qui traite du mythe de l'Exode, un conseil de guerre. Ah. Parce que du coup moi c'est pas du tout à ça que je pensais. Oui, merci, Captain Obvious, c'était un sarcasme, évidemment qu'on s'attend pas à ça. Oh, pardonnez-moi 1000 fois, général vocabulaire. Excusez la main culte que je suis, je comprends pas la moitié des mots que tu utilises. Tiens, le v'là ton sarcasme. Bon bref, ça raconte quelques conneries, l'augure de Pharaon voit dans les entrailles qu'un chef sera sauvé pendant la bataille, et que celui qu'il sauvera deviendra lui aussi chef un jour. Sur ce, les deux garçons s'en vont en guerre, ils pètent la gueule des Hittites qui faisaient tranquillement leur pique-nique apparemment, et bien sûr, pendant la bataille, Moïse sauve les fesses à Ramsès qui manque de peu de se faire écraser par un char. À peine rentré chez eux, Séti demande à son fils Ramsès d'aller faire une enquête sur les révoltes d'esclaves à Pithom, ce qui n'a pas l'air de lui faire franchement plaisir. Hé hé, je m'en bats les couilles moi.
Mais Moïse est super sympa et décide d'y aller à sa place. Arrivé là-bas, il rencontre le vice-roi Égypte, qui lui dit que c'est la galère, que les esclaves veulent faire sédition et qu'il faudrait songer à prendre des mesures radicales, du genre en tuer une partie. Moïse n'est pas spécialement d'accord, alors il part rencontrer les anciens hébreux à qui il fait un speech de morale sur la religion. Mais ça n'a pas vraiment l'air d'impressionner Ben Kingsley, ou Noon, c'est le nom de son personnage, mais franchement je vous le dis, on s'en fout. Alors qu'il rentre au palais, il se fait rattraper par Aaron Paul Science Beach, alias Josué, qui lui dit que Noon veut lui parler en privé. Moïse y va et Ben Kingsley lui raconte qu'en fait, il est hébreu. Révélation. Mais notre bon Moïse n'a pas l'air de le croire et s'en va. En sortant, il croise 2 gardes de la ville qui l'interpellent, et là, sans aucune raison valable, il les défonce à la machette. Non, mais faut le comprendre, quoi. C'était sûrement trop dur d'ôter sa capuche et de faire « Hey, salut, moi c'est Moïse !» Non, il a préféré trucider tout le monde, quoi. Bon, ça tombe bien, il fallait un élément perturbateur, donc du coup... Bon, après tout ça, Moïse rentre à la maison et découvre que Séti est gravement malade. Mais il allait vachement bien quand il est parti il y a 2 jours, là. Ou alors, c'est vachement loin, Pitom. Ouais, alors du coup, on va arriver sur un truc qui m'intrigue dans ce film. La putain de distance entre Memphis et Pitom. Parce que là, à ce moment du film, on a l'impression qu'il y est resté soit longtemps, soit qu'il a mis du temps à y aller, vu que Séti est gravement malade quand il revient, alors qu'il avait l'air d'aller bien en partant. Par contre, plus tard dans le film, j'ai l'impression qu'ils font des allers-retours en vitesse flash éclair. Ou alors c'est moi qui ai du mal à comprendre exactement où il se situe. Bon, ensuite, en moins de temps qu'il vous faut pour dire ellipse, Séti meurt et Ramsès est proclamé nouveau pharaon d'Égypte. Sur ce, Égypte le vice-roi se pointe comme un seigneur au palais et demande à voir Ramsès seul. On sait pas trop ce qu'ils se disent, mais s'ensuit une scène que je vais qualifier de what the fuck. Je vous explique vite fait. Ramsès dit à Moïse, un garde a été attaqué à Pitom, il a survécu, il a entendu des choses sur toi, est-ce que c'est vrai? Sous-entendu, l'héritage hébreu, tout ça. Moïse lui répond, bah évidemment, non, c'est du bullshit. Il y a la mère de Moïse qui lui dit la même chose, non, c'est des conneries. Là, il y a Sigourney Weaver qui se pointe en disant, salut, je suis là dans ce film, je sais pas pourquoi. Et là, il y a Myriam qui se pointe. Ramsès lui demande si elle est la sœur de Moïse, elle répond, évidemment, non. Ramsès la menace de lui trancher la main. Et là, Moïse la sauve en avouant qu'en effet, c'est sa sœur. Mais tu viens pas de dire qu'il y croyait pas, là, à l'histoire du vieux? Si, mais visiblement le scénario, lui, il s'en souvient pas. On notera d'ailleurs que Ramsès, il préfère croire Égypte, hein, le mec qu'on a accusé de voler dans les caisses un petit peu avant, que Moïse, son conseiller en chef, son cousin, qui lui a sauvé la vie, qui connaît depuis l'enfance. Tu vois déjà que Ramsès, là, ça commence à ramer, tu vois, un petit peu. Bref, s'ensuit une discussion entre Ramsès et sa mère. Ramsès avoue que c'est pas vraiment une preuve, qu'il a sûrement juste dit ça pour protéger Myriam, pour pas qu'elle perde un bras. Et donc, en toute logique, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a aucune preuve? On envoie la personne en question en exil dans le désert. Ça me paraît logique, en effet. Bon, Moïse erre dans le désert comme un clochard, il perd son cheval dans une tempête de sable, et alors qu'il est presque à bout, il se fait attaquer par des assassins envoyés par Memphis. Sauf que quelqu'un a planqué son épée dans son pactage, et donc Moïse les prend par surprise et il les tue les 2. Ah, cette fois ça a du sens. Enfin, je crois. Il finit par arriver dans un village qu'il protège des bandits, il s'arrête là quelque temps et fait la connaissance de Séphora, dont il tombe vite amoureux. Une ellipse plus tard, il se marie avec, et une autre ellipse encore plus tard, il a un enfant d'une dizaine d'années. Ce film va trop vite, et apparemment, tout le monde s'en bat les couilles. Par contre, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de leçon de morale sur la religion, là. Ah, ne parle pas trop vite, j'ai quelque chose pour toi dans ma besace. Moïse parle avec son fils de la montagne que Dieu leur interdit de gravir. Moïse lui dit que c'est des conneries, qu'un Dieu peut pas interdire bêtement qu'on grimpe la colline, ce qui a l'air d'agacer un peu Séphora d'ailleurs. Sur ce, un mouton s'égare sur le flanc de la montagne et Moïse décide de gravir cette fichue montagne, c'est pas un dieu à 2 francs qui va l'empêcher de faire du trekking. Sauf que si en fait, un orage éclate et Moïse se fait piéger dans un torrent de boue et se fait assommer par une grosse pierre. Allez, prends ça dans ta gueule! T'as pas déjà utilisé cette réplique dans l'épisode précédent? Si, mais je tentais un running gag. Oh merde, du coup j'ai ruiné ton effet là, attends, on la refait. C'est très drôle, enchaîne vite. Mesdames et messieurs, approchez, car voici pour vos yeux ébahis de consternation le seul, l'unique, le tout-puissant, l'improbable Dieu. Hé, le buisson ardent. Oui. Nique ta mère. Oui, c'est encore moi, oui. Vous arrêtez tout ce que vous faites et vous me trouvez le scénariste de ce film, voilà. Et vous m'apportez un Big Mac. Bon allez, on y retourne. Et c'est pas qu'une façon de parler, puisque Moïse, soudainement convaincu qu'il faut aller libérer les Juifs, repart pour l'Égypte. Il se pointe à Pitom, rend visite à Josué et à Noun et tombe nez à nez avec Aaron, qui se trouve aussi être son frère. Et accessoirement un autre personnage useless. On s'en fout. Après avoir discuté un petit peu, j'imagine, sur la recette du hachis parmentier, Moïse va voir Ramsès et le menace pour qu'il libère le peuple des Hébreux. Et Ramsès est énervé. Et on peut le comprendre, parce que jusque-là, Moïse est un sale con.
Du coup, Ramsès décide de condamner à mort Moïse, sauf que le bougre il est bien caché. Alors le pharaon il fait pendre une famille juive et annonce qu'il continuera tous les jours tant qu'il n'aura pas Moïse et sa famille. Ce qui a tendance à énerver un petit peu les Hébreux. Et on peut les comprendre, parce que jusque là, Ramsès est un sale con. Du coup, Moïse entraîne certains Hébreux en secret pour faire une espèce de petite armée, et ils finissent par aller foutre le feu aux réserves et aux plantations des Égyptiens pour faire craquer le peuple afin de mettre la pression à Ramsès. Sauf qu'on la fait pas à Pharaon, il se venge et fout le feu aux habitations des esclaves. Ok, un partout la balle au centre, on peut faire appel à des pros là s'il vous plaît là. Mais tu crois pas c'est bien dire mon petit pote, puisque Moïse, il commence à l'avoir un petit peu là, donc il passe voir Dieu, et il lui dit que c'est qu'un sale con. Moi ce que j'aime bien c'est Josué qui regarde Moïse et qui se dit ce n'est pas normal, il parle tout seul, peut-être qu'il est malade, alors que c'est un fervent croyant aussi, donc même ça c'est pas logique. C'est vrai, mais on a d'autres chats à fouetter que notre bon Josué, puisque Dieu décide de s'y mettre, ça y est, et il va donc déclencher les 10 plaies d'Égypte, ma gueule. Ça c'est le passage que je préfère moi dans l'histoire, c'est ça. Enfin, là dans ce film, il déclenche ce que je vais appeler les 10 événements incroyables, scientifiquement explicables et parfaitement rationnels. Du coup, vas-y que je te balance les 10 plaies d'Égypte en mode rationalisation totale d'un concept qui, de par sa nature, se doit d'être irrationnel, vu que c'est la colère de Dieu quoi. Lui. Ça c'est un bon running gag. Bon, là, je vais pas tout vous expliquer, vu que grosso modo, les 10 plaies d'Égypte, j'espère que vous les connaissez un petit peu, l'eau du Nil devient du sang, mouche, grenouille, maladie, etc., etc. Sauf que là, il y a un conseiller de Ramsès qui vient nous raconter tout le temps pourquoi c'est juste une suite d'accidents naturels et que c'est totalement rationnel. Sauf que pas vraiment, puisque si on va jusqu'au bout du concept, comment on explique rationnellement les ténèbres et la mort des premiers-nés ? Vu qu'on est dans Exodus, j'imagine qu'on s'en fout et qu'on fait passer ça en mode magie de Dieu. Exactement, le scénario n'en a plus rien à foutre d'être cohérent. Du coup, Ramsès perd son fils dans la dernière plaie et décide de libérer les esclaves pour que toutes ces conneries s'arrêtent enfin. Du coup, tout notre petit monde s'en va en chantant Kumbaya, sauf que, à un moment donné, Ramsès il est rongé par le chagrin et la colère. Il se dit qu'après tout, il va pas se laisser dicter sa politique par une bande de clochards et leur dieu de pacotille. Du coup, il rassemble son armée et part à la poursuite des esclaves dans le but de leur éclater leur jolie petite gueule. Un homme de cœur, ce Ramsès. Pendant ce temps-là, les Hébreux qui ont pris de l'avance sont avertis que Ramsès est à leur trousse. Alors Moïse il se dit que le chemin le plus court, ça passe par les montagnes, pour arriver au détroit de la mer Rouge, pour traverser en toute sécurité, et puis il se dit que comme ça les Égyptiens, ils pourront pas les poursuivre en char. Mais c'est bien mal connaître Ramsès, puisqu'il décide d'y aller à fond les ballons et envoie ses chars dans la montagne. La suite, vous vous en doutez, il perd la moitié de son armée dans un super éboulement provoqué par ses chars. Et l'Oscar du plus gros boulet est attribué à... Bon, entre-temps Moïse il a balancé son épée dans la flotte parce que il s'est rendu compte qu'ils étaient pas au détroit, que du coup ils étaient juste au milieu de nulle part avec juste la mer devant eux, et les Égyptiens derrière. Pendant la nuit on voit une étoile filante, et le lendemain, oh magie, la mer s'est retirée, ce qui permet aux Hébreux de traverser. Mais voilà Ramsès avec sa super moitié d'armée, et ni une ni deux, ils se lancent à leur poursuite. Sauf qu'en fait la mer retirée c'était pas vraiment de la magie, c'est le prémisse d'un tsunami, et Ramsès perd toute son armée, englouti par les flots. Bon, Moïse et Ramsès se font aussi engloutir par les flots, mais je les suspecte d'être passés en Super Saiyan 4, puisque tout le monde est mort en étant emporté par la vague, sauf eux. Bon, grosso merdo, c'est fini. Il reste 10 minutes de film où Moïse retrouve sa famille, tout le monde est content, wouhou. Après, il retourne sur le mont Sinaï pour y graver les 10 commandements en présence de Dieu. Ouais, toujours lui, là. Et finalement, dans une dernière ellipse, on voit un Moïse tout vieux dans sa charrette avec les tablettes de loi, regarder au loin pour voir la silhouette de Dieu disparaître dans la foule. Voilà, c'était Exodus. Comment c'était pas bien ce truc ? Comme Pompéi ? Non, pas comme Pompéi. Parce que tu vois, Pompéi c'est un gros film de merde. Tu sais, avant de le regarder, que ça va puer. Mais là, le truc c'est que tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon film au départ. Mais dans la préparation, c'est parti en vrille. Le premier point qui va clairement pas, c'est le scénario. Je sais pas si ça a été cuté au montage pour la version cinéma, mais j'ai clairement l'impression qu'il manque des scènes. C'est un capharnaüm total. Il y a des grosses ellipses pour camoufler le fait qu'on n'a rien à raconter, il y a des scènes qui tombent vraiment comme un cheveu sur la soupe, et puis, comme j'ai dit au début de la chronique, géographiquement je suis paumé. À partir du moment où Moïse revient, j'arrive plus à savoir s'ils sont à Memphis ou à Pithom ou autre part. Franchement, j'en sais plus rien. En fait, moi je crois que j'ai compris où ils étaient. Ah bon ? Où ça ? Dans ton... Et puisqu'on parle de l'histoire, je suis désolé, mais le film, il développe que 2 personnages. Moïse et Ramsès, et c'est tout. Si t'en voulais plus, tu repasseras parce que le reste du trombinoscope, c'est juste une vaste blague. Ils ont mis des mecs comme ça qu'ils ont name droppé histoire de faire genre, mais en vrai ils pourraient tout aussi bien ne pas être là.
En vrai, c'est même tout le problème du film. On n'en a rien à foutre de ce qui se passe. Théoriquement, tu adaptes le mythe de l'Exode. Quel est ton passage fort? La libération des esclaves. Donc quand tu t'appelles Cécile B2000, tu fais ça bien. Ou même le prince d'Égypte, il faisait ça bien. Mais là on a 2-3 plans génériques, un plan de grue, un plan d'hélico, et terminé, rentre chez mémé. Et quand en plus le protagoniste il est aussi agréable que ton antagoniste, c'est vachement compliqué de rentrer dedans. Et du coup on va rentrer dans le vrai gros problème majeur du film. Il ne croit pas à l'histoire qu'il raconte. Le film passe son temps à faire des leçons de morale sur la religion, et tente dès que possible de rationaliser les événements bibliques. Du coup, en faisant ça, on détruit totalement la puissance évocatrice du récit, qui plus est, un mythe fondateur chargé de symbolisme et de métaphores. Il faut savoir que Ridley Scott est allé chercher exprès le scénariste le plus athée d'Hollywood pour écrire le script, et quand le mec lui a demandé « Mais t'es sûr que je suis la bonne personne pour faire ça ?» il a répondu « C'est exactement de toi dont j'ai besoin. » Ça témoigne quand même d'une envie curieuse de la part du réal, quoi. Comme si son seul but, en faisant ça, c'était de cracher à la gueule de la religion. Du coup, j'ai juste l'impression de voir un gosse faire un caprice et casser les jouets de son frère parce qu'il a pas eu celui qu'il voulait. Parce qu'on parlait des 10 plaies d'Égypte tout à l'heure, mais c'est symptomatique. À la limite, il y aurait une vraie volonté formelle de faire quelque chose avec cette rationalisation à outrance. Mais même pas, puisque dès qu'on peut plus expliquer, on fait intervenir la magie de nouveau. Je veux bien croire aux crocos, aux mouches et tout ce qui s'ensuit, mais faudra m'expliquer comment tous les premiers-nés peuvent mourir tous en même temps, de façon rationnelle. Donc au final, l'imagerie est générique, on a tout déjà vu 1000 fois ailleurs, et le récit est vidé de ses enjeux fondamentaux. Les personnages sont puérils, la trame est incohérente au possible, et comble de la connerie, on a rajouté un gosse insupportable dans le rôle de Dieu. Ouais, parce que j'imagine que le buisson ardent, c'est sûrement pas suffisant comme symbole. Faut pas oublier que le spectateur est avant tout un idiot. Donc par pitié, évitez Exodus, rematez les 10 commandements, ou le prince d'Égypte, ou Gladiator. Ou Gladiator. Mais ça n'a aucun rapport. Bon, sur ce je vous laisse, t'oublieras pas d'éteindre la lumière, hein. Allez, salut. Allez les mecs, envoyez le générique. Non, le générique c'est moi. Et Schmitt.